Tess d'Orberville, partie 11. Chapitre 43. Marianne n'avait pas exagéré en traitant de meurt-de-faim les gens de la ferme de Flincombe Ash. Il n'y avait d'être gras dans le pays que Marianne elle-même, et c'était une importation. Tess se mit à la besogne. La patience, ce mélange de courage moral et de timidité physique, n'était plus maintenant le trait le moins caractéristique de Madame Angel Clare, et la patience la soutint. Le champ de navets de Suède, où elle et sa compagne durent travailler, s'étendait d'un seul morceau sur une centaine d'arpents, au point le plus élevé de la ferme, au-dessus des terrains pierreux provenant de veines siliceuses dont la formation calcaire est composée de myriades de cailloux blancs épars, en forme de bulbes, de cornes et de phallus. La moitié supérieure des navets avait été mangée par les bestiaux, et les deux femmes avaient pour besogne d'arracher avec une fourche recourbée l'autre moitié de la racine cachée dans la terre. L'espace désolé du champ, d'une pâleur brune, était comme un visage privé de traits. Le ciel, d'une autre teinte, avait la même apparence. Blanc et vide, il semblait une figure sans linéaments. Ainsi, tout le long du jour, ces deux visages se contemplaient, et rien n'était visible entre eux que les deux filles qui rampaient sur la face brune comme des mouches. Personne ne s'approchait d'elles, et leurs mouvements avaient une régularité mécanique. Elles étaient toutes enveloppées de blouses brunes à manches, attachées par derrière pour empêcher leurs robes de s'envoler. Leurs maigres jupes laissaient à découvert des bottes qui leur montaient bien au-dessus des chevilles, et elles avaient aux mains des gants jaunes, en peau de mouton, qui leur couvraient aussi les poignets. Le caractère pensif que leur capeline à pans donnait à leur tête inclinée aurait pu rappeler les deux Maries dans un tableau de primitifs italiens. Elles travaillaient toujours, inconscientes de leur aspect désolé, sans penser à la justice ou à l'injustice de leur lot. Même dans une situation comme la leur, il était possible de rêver. Dans l'après-midi, la pluie recommença. Marianne déclara qu'il ne fallait plus travailler. Mais, si elles ne faisaient rien, elles n'étaient pas payées. Alors elles persistèrent. Le champ était situé si haut que la pluie n'avait pas à tomber, mais s'élançait horizontale, emportée sur la bise hurlante, s'enfonçant en elles comme des éclats de verre et les transperçant. En général, il suffit d'être fort peu mouillé pour se dire, dans la conversation ordinaire, trempé jusqu'aux os. Tess, jusque-là, n'avait pas su ce que c'était. Mais rester dans un champ à travailler lentement et sentir la pluie vous pénétrer et vous glisser peu à peu sur les jambes et les épaules, puis sur les hanches et sur la tête, puis par devant et par derrière et sur les côtés, et pourtant continuer son travail jusqu'à ce que la lumière plombée s'affaiblisse, annonçant le coucher du soleil. Pour le supporter, il faut une bonne dose de stoïcisme et même de vaillance. Cependant, elles ne sentaient pas l'humidité autant qu'on aurait pu le croire. Toutes deux étaient jeunes et parlaient du temps où elles vivaient et aimaient ensemble à la laiterie de Talbot Hayes, cette heureuse et verte région où l'été fut si libéral pour tous en dons matériels et pour elle en émotions. Tess aurait bien voulu ne pas causer avec Marianne de l'homme qui, de droit sinon de fait, était son mari. Mais la fascination du sujet l'entraînait irrésistiblement à répondre aux remarques de son amie. Ainsi, les ailes mouillées de leur coiffe avaient beau leur frapper rudement le visage et leurs blouses se coller après elles au point de les accabler, elles vécurent tout cet après-midi au milieu des souvenirs de Talbot Hayes, le vert, l'ensoleillé, le poétique Talbot Hayes. On peut apercevoir d'ici, quand il fait beau, un petit bout de colline qui est à quelques kilomètres de la vallée du Var, dit Marianne. Ah, vraiment, dit Tess, et son nouveau séjour eut plus de prix pour elle. Ainsi, comme partout, ces deux forces étaient à l'œuvre, la volonté de jouissance qui est en nous et la volonté contraire qui est dans les circonstances. Marianne avait une certaine manière de soutenir la sienne en sortant de sa poche, à mesure que l'après-midi avançait, une bouteille bouchée d'un chiffon blanc qu'elle offrait à Tess.
Mais la faculté de rêverie que Tess possédait suffisant pour l'exalter, elle ne fit qu'y mouiller ses lèvres, et Marianne but encore un coup de son eau-de-vie. « J'en ai pris l'habitude, dit-elle, et je ne peux plus m'en passer à présent. C'est mon seul plaisir. Vois-tu, je l'ai perdu, lui, et toi pas. Et puis tu peux te passer de ça, peut-être. » Tess trouvait qu'elle avait perdu autant que Marianne, mais, soutenue par sa dignité d'être la femme d'Angel, au moins de nom, elle accepta la distinction. Ce fut en cet endroit qu'elles travaillèrent péniblement par les gelées du matin et les pluies de l'après-midi. Quand elles n'arrachaient pas les navets, elles les nettoyaient en détachant la terre et les fibres avec une serpe avant de les mettre de côté pour de futurs usages. Elles pouvaient, pour cette besogne, s'abriter, s'il pleuvait, contre une claie couverte de chaume. Mais quand il gelait, même leurs gants de cuir épais ne pouvaient empêcher les masses glacées qu'elles maniaient de leur brûler les doigts. Pourtant, Tess espérait toujours. Elle avait la conviction que cette magnanimité, à laquelle elle persistait à croire chez Claire, le déciderait à venir la rejoindre. Parfois, Marianne, mise en plaisante humeur par ses libations, découvrait les cailloux aux formes baroques et poussait de grands éclats de rire, tandis que Tess conservait une sévère indifférence. Elle regardait souvent au loin dans la direction où elle savait que s'étendait le Var, même quand elle ne pouvait le voir, et, fixant les yeux sur le brouillard gris qui les enveloppait, elles évoquaient les jours passés. « Oh, disait Marianne, comme je voudrais qu'une ou deux de notre ancienne bande viennent ici. Alors nous pourrions parler de Talbot Hayes tous les jours, au champ, à causer de lui et du bon temps que nous avons eu là-bas et de tout ce que nous connaissions, et le faire presque revenir. » Ses yeux s'attendrissaient et sa voix devenait alanguie à ces visions lointaines. « Je vais écrire à Is Huette, dit-elle. Elle est là chez elle à rien faire pour le moment. Je le sais, et je vais lui dire que nous sommes ici et lui demander de venir. Peut-être que Retty est assez bien portante maintenant. » Tess ne trouva rien à objecter à cette proposition et, à quelques jours de là, Marianne lui annonça qu'Is avait répondu en promettant de venir si ce lui était possible. Depuis des années, on n'avait point vu d'hiver pareil. Il arriva, se glissant à pas furtifs et mesurés comme les échecs sous la main d'un joueur. Un beau matin, les ronces des haies, les quelques arbres solitaires, parurent avoir remplacé par un tégument animal leur enveloppe végétale. Toutes les ramilles étaient couvertes d'un blanc duvet semblable à de la fourrure qui aurait poussé sur l'écorce pendant la nuit et qui quadruplait leurs dimensions habituelles, et l'arbre ou le buisson tout entier se silhouettait vigoureusement en traits blancs sur le gris morne du ciel et de l'horizon. Des toiles d'araignées révélaient leur présence sur des appentis et des murs où nul n'avait jamais été remarqué avant que l'atmosphère cristallisante les eût rendues visibles. Elles étaient suspendues comme des festons de laine blanche à toutes les saillies des hangars, des poteaux et des barrières. À cette période d'humidité glacée succéda une autre période de gelée sèche où des oiseaux étranges, venant de par-delà le pôle Nord, apparurent silencieusement sur le plateau de Flincombe Ash. Créatures décharnées et semblables à des spectres, avec des yeux tragiques, des yeux qui avaient contemplé des spectacles d'horreur et de cataclysme dans l'inconcevable grandeur de ces régions inaccessibles, sous des températures glaciales que nul être humain ne saurait endurer, qui avaient assisté au fracas des banquises et à l'éboulement des montagnes de neige à la lueur fulgurante de l'aurore boréale, qui avaient été à demi aveuglés par le tourbillon d'ouragans colossaux et de convulsions terraquées, et dont l'expression conservait encore le souvenir de pareilles visions. Ces oiseaux sans nom s'approchaient de Tess et de Marianne, mais ils ne révélaient rien de ce qu'ils avaient contemplé et que l'humanité ne connaîtrait jamais. Avec une muette impassibilité, ils écartaient de leur mémoire des expériences dont ils faisaient peu de cas, pour ne songer qu'aux incidents immédiats qui se passaient sur ce plateau sans beauté, les mouvements des deux jeunes filles qui retournaient les mottes de terre avec leurs fourches
et découvraient quelques pâtures dont ils étaient friands. Puis un jour, l'atmosphère de cette campagne découverte s'imprégna d'une humidité qui n'était point celle de la pluie et d'un froid qui n'était point celui de la gelée, froid qui glaçait le globe des yeux, rendait le front douloureux, pénétrait jusqu'au squelette, atteignant moins la surface que la moelle même. Tess savait que la neige s'annonçait ainsi et, dans la nuit, la neige arriva. Tess, qui habitait toujours la maisonnette, dont le pignon chaud réconfortait le piéton solitaire quand il s'arrêtait auprès, s'éveilla dans la nuit et entendit des bruits sur le chaume, comme si le toit était devenu le gymnase de tous les vents. En allumant sa lampe, le lendemain, pour se lever, elle vit que la neige, entrant par une fissure de la croisée, avait formé contre l'intérieur un cône de la plus fine poudre blanche. Il en était aussi descendu par la cheminée, et, sur le sol, il y en avait l'épaisseur d'une semelle. La tourmente était assez forte pour produire un brouillard neigeux dans la cuisine, mais il faisait encore trop sombre dehors pour rien voir. Il était impossible de poursuivre le travail dans le champ de navets, et, quand Tess eut fini de déjeuner près de sa petite lampe solitaire, Marianne vint l'avertir qu'elle devait se joindre aux autres femmes dans la grange pour tirer la paille, en attendant un changement de temps. Aussitôt qu'au dehors le manteau uniforme de ténèbres eut commencé à se transformer en un bariolage confus de gris, elles soufflèrent donc la lampe, s'enveloppèrent de leurs blouses les plus épaisses, nouèrent autour du cou et croisèrent sur leur poitrine leurs cache-nez de laine et partirent pour la grange. La neige avait suivi les oiseaux depuis le bassin polaire en une blanche colonne de nuages, et l'on ne pouvait distinguer les flocons séparés. La rafale sentait les banquises, les mers arctiques, les baleines et les ours blancs, emportant la neige de telle sorte qu'elle léchait le sol mais ne s'y épaississait pas. Elle cheminait péniblement par les champs duveteux, le corps penché, restant à l'abri des haies qui, d'ailleurs, servaient plutôt de tamis que d'écran. L'air, pâli par les multitudes blanchâtres qui l'infestaient, les faisait mollement tournoyer et tourbillonner et suggérait l'idée d'un chaos sans couleur. Mais les deux jeunes femmes étaient assez gaies. Ce temps-là, sur un plateau sec, n'inspire pas d'abattement. « Ah, ah, les rusés oiseaux savaient bien ce qui allait arriver, » dit Marianne. « Crois-moi, ils se sont tenus toujours en avant depuis l'étoile polaire. Ton mari, ma chère, j'en doute pas, meurt de chaleur tous ces jours-ci. Seigneur Dieu, si seulement il pouvait voir sa jolie femme en ce moment. C'est pas que ce temps abîme ta beauté le moins du monde. Au contraire, elle s'en porte plutôt mieux. »« Il ne faut pas me parler de lui, Marianne, » dit Tess sévèrement. « Et là, mais tu tiens à lui, n'est-ce pas ?» Au lieu de répondre, Tess, les larmes aux yeux, se tourna dans un élan impétueux du côté où elle imaginait être l'Amérique du Sud, et, avançant les lèvres, elle envoya un baiser passionné sur le vent neigeux. « C'est bon, je sais que oui. Mais, ma parole, c'est une drôle de vie pour des gens mariés. Là, je dirai plus rien. Eh bien, pour ce qui est du temps, il nous fera pas de mal dans la grange. Mais, ma parole, c'est une besogne joliment dure que de tirer la paille. C'est pis que d'arracher les navets. Je peux y tenir parce que je suis grosse et forte, mais tu es plus mince que moi. Je me demande pourquoi le maître t'y a mise. » Elles arrivèrent à la grange et entrèrent. Une des extrémités du long bâtiment était pleine de blé. C'était au milieu que se faisait l'opération dite, tirage de la paille. Et, la veille au soir, on avait déjà placé dans la presse le nombre de gerbes de blé que les femmes devaient faire dans leur journée. « Tiens, mais voilà Ise !» s'écria Marianne. Ise avait fait à pied tout le chemin l'après-midi précédent et, comme elle ne croyait pas la distance aussi grande, elle était arrivée tard, heureusement juste avant la neige, et elle avait couché à l'auberge. Le fermier avait convenu avec sa mère, au marché, qu'il la prendrait si elle arrivait aujourd'hui, et elle avait eu peur de le mécontenter par un retard. Outre Tess, Marianne et Ise, il y avait là deux femmes d'un village voisin, des sortes d'Amazones dont Tess se souvint avec un tressaillement. La reine de Pique et sa cadette, la reine de Carreau.
celle qui avait voulu se battre avec elle, cette fameuse nuit, à Trentridge. Elles ne parurent pas la reconnaître, et c'était possible, car elles avaient été alors sous l'influence de la boisson et n'avaient résidé à Trentridge qu'en passant. Elles faisaient de préférence toutes sortes de besognes masculines, y compris forer les puits, tailler les haies, creuser les fossés, bêcher et déblayer, sans jamais éprouver la moindre fatigue. Elles étaient également réputées comme tireuses de paille, et jetèrent sur les trois autres un regard assez dédaigneux. Ayant mis leurs gants, elles s'installèrent à travailler en rang en face de la presse. Cette machine était formée de 2 poteaux, reliés par une traverse, sous laquelle étaient posées les gerbes, les épis, en dehors, la traverse étant fixée par des chevilles au montant et abaissée à mesure que les gerbes diminuaient. Le jour prenait un éclat plus dur et la lumière qui venait de la terre au lieu de descendre du ciel entrait par la porte de la grange. Les jeunes filles tiraient de la presse les épis par poignées, mais la présence des étrangères, qui médisaient du prochain, empêcha d'abord Marianne et Lise de causer des anciens temps comme elles l'auraient voulu. Bientôt, elles entendirent le pas amorti d'un cheval. Le fermier s'arrêta devant la grange. Il descendit et, s'approchant de Tess, considéra son profil d'un air méditatif. Elle ne s'était d'abord pas dérangée, mais la fixité de cette attitude lui fit tourner les yeux, et elle reconnut dans son patron cet homme de Trentridge qu'elle avait fui sur la grande-route. Il attendit qu'elle eût porté sur la pile du dehors les bottes déjà tirées et lui dit : « Alors, c'est vous la jeune femme qui a pris mon honnêteté en si mauvaise part ? Je veux bien être noyée si je n'ai pas pensé que ce devait être vous, sitôt que j'ai su qu'on vous avait loué. Eh, vous croyez que vous aviez eu l'avantage sur moi la première fois à l'auberge avec votre galant, et la seconde fois sur la route quand vous avez filé, mais à présent, je crois bien que c'est moi. » Il finit en riant d'un air dur. Tess, prise entre les Amazones et le fermier comme un oiseau dans les raies, ne fit point de réponse et continua à travailler. Elle savait lire assez bien les caractères pour être sûre à présent qu'elle n'avait pas à craindre la galanterie de son patron, mais sa tyrannie, par vengeance de l'humiliation qu'il avait subie. Après tout, elle préférait et se sentait assez brave pour le supporter. « Vous pensiez donc que j'étais amoureux de vous ? Il y a des femmes si sottes qu'elles prennent tous les regards au sérieux, mais rien de tel qu'un hiver au champ pour ôter cette niaiserie-là de la tête des filles. Vous avez signé votre engagement jusqu'à la bonne dame ? Maintenant, allez-vous me demander pardon ? » « Je crois que vous devriez demander le mien. »« Fort bien, comme vous voudrez. Mais nous verrons qui est le maître ici. C'est là toutes les gerbes que vous avez faites aujourd'hui ? » ?»« Oui, monsieur. »« C'est maigre. Voyez un peu ce qu'elles ont fait là-bas. » Il montrait les 2 gaillardes. « Elles ont toutes l'habitude de le faire, et moi pas. Et je pensais que cela vous était égal, puisque nous ne sommes payés que pour ce que nous faisons. »« Ah, mais si, je veux que la grange soit débarrassée. »« Je vais travailler tout l'après-midi, au lieu de quitter à 2 heures comme les autres. » Il la regarda d'un air malveillant et s'en alla. Tess sentit qu'elle n'aurait pu venir dans un pire endroit. Mais, en somme, tout valait mieux que la galanterie. Quand arriva 2 heures, les 2 femmes du métier avalèrent d'un coup la demi-pinte qui restait dans leur bouteille, déposèrent leurs serpes, lièrent leurs gerbes et s'en allèrent. Marianne et Lise auraient fait de même, mais, en apprenant que Tess avait l'intention de rester quelques heures de plus pour racheter sa maladresse, elles ne voulurent pas la laisser. Regardant dehors la neige qui tombait encore, Marianne s'écria : « À présent, nous voilà tranquilles. » Et la conversation passa enfin à leurs anciens souvenirs, et naturellement à leur roman d'amour pour Angel Clare. « Lise et Marianne, » dit madame Clare avec une dignité qui était extrêmement touchante. Si l'on pensait combien peu elle était la femme d'Angel. « Je ne puis me joindre maintenant comme autrefois à votre conversation sur monsieur Clare. Vous devez comprendre que je ne le puis parce que, bien qu'il soit loin de moi, pour le moment, il est mon mari. » Lise était la plus pétulante et la plus sarcastique des 4 jeunes filles qui avaient aimé Claire.
C'était sans doute un splendide amoureux, dit-elle. Mais je ne crois pas que ce soit un mari bien tendre pour t'avoir quitté si tôt. Il avait à partir. Il y était obligé, pour examiner là-bas le terrain, allégua Tess. Il aurait pu t'aider à passer l'hiver. Oh, c'est à cause d'un accident imprévu, d'un malentendu. Et nous ne discuterons pas cela, fit Tess, des larmes dans la voix. Peut-être qu'il y a beaucoup à dire pour lui. Il ne sait pas en aller comme certains maris sans m'avertir, et je puis toujours savoir où il est. Alors, elles restèrent quelque temps plongées dans la rêverie tout en continuant leur travail, saisissant les épis de blé, tirant la paille, la réunissant sous leurs bras, tranchant les épis avec leurs serpes, tandis que dans la grange, le sifflement de la paille et le broiement de la serpe se faisaient seuls entendre. Puis Tess faiblit soudain et s'affaissa sur un tas d'épis à ses pieds. « Je savais bien que tu ne serais pas capable d'y tenir !» s'écria Marianne. « Il faut être plus dur à cuire que toi pour cette besogne-là !» Juste à ce moment, le fermier entrait. « Oh, voilà comme vous avancez quand je n'y suis pas !» lui dit-il. « Mais c'est moi qui y perds !» allégua-t-elle pour s'excuser. « Ce n'est pas vous. »« Je veux que ce soit fini !» dit-il d'un ton bourru en traversant la grange et sortant par l'autre porte. « Fais pas attention à lui. Sois bien gentille, » dit Marianne. « J'ai déjà travaillé ici. Va t'étendre là, et Ise et moi, nous finirons ton nombre de gerbes. »« Non, cela me contrarie de vous laisser faire l'ouvrage. Et puis, je suis plus grande que vous. » Cependant, elle était si abattue qu'elle consentit à s'étendre quelque temps et à se coucher sur un tas de fétus jetés au rebut, une fois que les pailles bien droites étaient tirées et amoncelées de l'autre côté de la grange. L'agitation qu'elle avait éprouvée à reparler de sa séparation était cause de sa faiblesse tout autant que la fatigue. Elle restait là, sans volonté, dans un état de sensibilité aiguë où le froissement de la paille et le crissement des épis que les autres coupaient lui pesaient comme un contact physique. Elle pouvait entendre de son coin le murmure de leurs voix. Elle était sûre qu'elle continuait le sujet déjà entamé, mais elle parlait si bas qu'elle ne pouvait saisir les mots. À la fin, de plus en plus anxieuse de connaître leur conversation et se persuadant qu'elle allait mieux, elle se leva et reprit sa besogne. Alors Ise dut s'arrêter. Elle avait fait à pied près de 20 kilomètres le soir précédent, s'était couchée à minuit et levée à 5 heures. Marianne seule, grâce à sa forte charpente et à sa bouteille, supportait sans souffrir l'effort continu imposé à son dos et à ses bras. Tess pressa Ise d'abandonner le travail et convint, puisqu'elle se sentait mieux, de finir la journée sans elle et de diviser également le nombre des gerbes. Ise accepta l'offre avec reconnaissance et disparut dans le sentier neigeux qui conduisait à sa demeure. Marianne, comme chaque après-midi grâce à la bouteille, commençait à se sentir d'humeur sentimentale. « Je l'aurais pas cru de lui. Jamais, » fit-elle d'un ton rêveur. « Et je l'aimais tant. »« Ça m'est égal qu'il t'ait, toi. Mais cette histoire avec Ise, c'est trop fort. » Tess, dans le sursaut que lui causèrent ces paroles, faillit se couper le doigt avec la serpe. « Est-ce à propos de mon mari ?» balbutia-t-elle. « Eh oui, Ise a dit, faut pas lui raconter. Mais vrai, je peux pas m'en empêcher. Voilà, il voulait l'emmener avec lui au Brésil. » Le visage de Tess, se décolorant, devint aussi blême que le paysage neigeux et l'ovale s'allongea. « Et Ise a-t-elle refusé de partir ?» demanda-t-elle. « Je n'en sais rien. En tout cas, il a changé d'idée. »« Bah, alors cela n'était pas sérieux, c'est juste une plaisanterie d'homme. »« Si, c'était sérieux, car il l'a conduit un bon bout en voiture vers la station. »« Il ne l'a pas emmené avec lui. » Elle tirait toujours en silence. Puis Tess, brusquement, fondit en larmes. « Là, fit Marianne, maintenant je voudrais te l'avoir pas dit. »« Non, tu as très bien fait. J'ai vécu en m'abandonnant comme une niaise, sans voir à quoi cela pouvait mener.
J'aurais dû lui écrire plus souvent. Il a dit que je ne pouvais pas aller le retrouver, mais il n'a pas dit que je ne devais pas lui écrire aussi souvent que je le voudrais. Je ne veux pas durer comme cela plus longtemps. J'ai eu bien tort et j'ai été très négligente de lui laisser tout faire. » La faible lumière de la grange s'affaiblissait encore, et elles durent cesser de travailler. Ce soir-là, Tess, une fois revenue chez elle, et dans la retraite de sa petite chambre blanchie à la chaux, se mit impétueusement à écrire à Claire. Mais, prise de doute, elle ne put finir sa lettre. Ensuite, elle enleva la bague du ruban, après lequel elle la portait sur son cœur, et la conserva à son doigt toute la nuit, comme pour fortifier en elle la conscience qu'elle était réellement la femme de cet amant illusoire qui pouvait proposer à Ise de partir avec lui à l'étranger, si peu de temps après l'avoir quitté. Sachant ce qui s'était passé, comment lui écrirait-elle des lettres suppliantes ou montrerait-elle jamais plus qu'elle tenait à lui? Chapitre 44. La révélation faite dans la grange tourna de nouveau ses pensées vers le lointain presbytère des Minster. C'était par les parents de son mari qu'elle devait, selon les instructions reçues, envoyer une lettre à Claire si elle le désirait. Et c'était à eux qu'elle devait écrire directement si elle se trouvait dans l'embarras. Mais la conscience de n'avoir moralement aucun droit sur son mari avait toujours empêché Tess de céder à son impulsion. Aussi, pour la famille du presbytère comme pour ses propres parents, en fait, elle n'existait pas. Cet effacement volontaire était d'accord avec son caractère indépendant, qui ne désirait rien obtenir par faveur ou par pitié. Mais enfiévrée par le récit d'Ise, elle sentit que son pouvoir de renoncement était à bout. Pourquoi son mari ne lui avait-il pas écrit? Il lui avait clairement fait entendre qu'il lui laisserait au moins savoir son adresse là-bas. Il ne lui avait pas envoyé une ligne. Était-il indifférent? Ou malade? Était-ce à elle de faire des avances? En tout cas, son anxiété lui donnerait sûrement le courage d'aller au presbytère demander des nouvelles de l'absent et exprimer la douleur que lui causait son silence. Si le père d'Angel était l'homme dont elle avait entendu parler, il comprendrait sa souffrance morale. Pour ses misères matérielles, elle pouvait les cacher. Aucun chemin de fer n'avait encore atteint le plateau crayeux de Flincombe Ash. Il fallait marcher, et comme la distance était d'une 20aine de kilomètres, elle était obligée de se lever de bonne heure afin d'avoir la journée tout entière pour son voyage. Il ne lui était pas possible de quitter la ferme un jour de semaine. Elle ne pouvait choisir qu'un dimanche. 15 jours plus tard, la neige ayant disparu, fut suivie par un froid noir et rude, et Tess profita de l'état des routes pour tenter l'entreprise. À 4 heures du matin, ce dimanche-là, elle sortit de la maison à la lueur des étoiles. Le sol résonnait sous ses pieds comme une enclume. Marianne et Ise prenaient beaucoup d'intérêt à son excursion, sachant que ce petit voyage concernait son mari. Elles habitaient une chaumière un peu plus loin sur le chemin, mais elles vinrent aider Tess à partir et lui démontrèrent qu'elle devait se parer de ses plus jolies choses pour captiver le cœur de ses beaux-parents, bien que Tess, connaissant les croyances austères du vieux monsieur Clair, douta fort de l'efficacité de tels moyens. 1 an s'était maintenant écoulé depuis son triste mariage, mais elle avait conservé des débris de sa garde-robe, si bien montée alors, assez d'étoffe pour s'habiller d'une façon charmante, comme une simple villageoise sans prétention à la dernière mode. Robe de lainage gris, tendre, avec tuyauté de crêpe blanc contre la peau rose de son visage et de son cou, jaquette et chapeau de velours noir. « Quel dommage que ton mari ne peut pas te voir. Tu es une vraie beauté, » fit Ise Huette en regardant Tess, qui se tenait sur le seuil entre la lueur d'acier des étoiles et la lueur jaune de la bougie. Ise, magnanimement, se laissait prendre par la situation. Il lui était impossible, comme à toute femme ayant plus gros qu'une noisette de cœur, de se sentir en antagonisme avec Tess quand elle était en face d'elle. Tess, en effet, exerçait une si curieuse et si chaude influence sur son propre sexe que rivalité et dépit féminin disparaissaient devant elle. Après une dernière retouche par ici, un léger coup de brosse par là, elles la laissèrent partir,
et Tess disparut dans l'atmosphère nacrée qui précède l'aurore. Le bruit de ses pas retentissait sur le sol dur de la route, tandis qu'elle prenait sa bonne allure. Ise elle-même souhaitait le succès de Tess et, sans avoir spécialement de respect pour sa propre vertu, elle se sentait heureuse de n'avoir pu faire tort à son amie comme Claire lui en avait donné la tentation. 1 an moins un jour s'était écoulé depuis que Claire avait épousé Tess, et 1 an moins quelques jours seulement depuis qu'il était loin d'elle. Mais ce n'était point triste de s'en aller d'un pas vif, et pour une affaire comme celle-ci, par une claire et sèche matinée d'hiver, dans l'air raréfié de ces hauteurs. Et sans doute, le rêve de Tess, au départ, était de conquérir le cœur de sa belle-mère, de raconter à cette dame toute son histoire, de la mettre de son côté et de regagner ainsi le vagabond. Mais, à mesure que décroissait la distance qui la séparait du but, sa confiance diminuait et son entreprise lui apparaissait plus formidable. Devant elle, sa résolution se dessinait avec tant de vigueur et le paysage entrait si vague qu'elle fut parfois en danger de se perdre. Enfin, vers midi, elle s'arrêtait près d'une barrière d'où elle apercevait Emminster et son presbytère. La tour carrée sous laquelle étaient rassemblés en cet instant, elle le savait, le ministre et sa congrégation, prenait à ses yeux un air sévère. Elle regrettait de n'avoir pu venir un jour de la semaine. Un homme si vertueux serait peut-être prévenu contre une femme qui avait choisi le dimanche pour faire cette démarche, et il ne se rendrait pas compte des difficultés de sa situation. Mais maintenant, ce n'était plus le moment de reculer. Elle enleva les grosses chaussures avec lesquelles elle avait marché jusque-là, mit ses jolies bottines minces en cuir verni et, fourrant les autres dans la haie, près du poteau de la barrière, de façon à pouvoir promptement les retrouver, elle descendit la colline. Les couleurs fraîches que lui avait données l'air vif s'effacèrent malgré elle à mesure qu'elle approchait de la cure. Tess espérait qu'un événement imprévu la favoriserait peut-être, mais rien ne survint. Les arbustes de la pelouse du presbytère bruissaient d'un air malheureux sous la bise glaciale. Aucun effort d'imagination n'arrivait à lui faire sentir, malgré la belle toilette qu'elle avait mise, que cette maison était la demeure de proches parents. Et pourtant, rien d'essentiel ne la séparait d'eux, ni la nature, ni l'émotion. Et ils étaient pareils dans la souffrance, le plaisir, la pensée, la naissance, la mort et le destin après la mort. Elle prit son courage à 2 mains, poussa la grille et sonna à la porte. La chose était faite. Plus de retraite possible. Non, la chose n'était pas faite. Personne ne répondit. Il fallut encore retrouver le courage de tenter un nouvel effort. Elle sonna une seconde fois, et l'agitation que lui causait cet acte, ajoutée à la fatigue d'une marche de 20 kilomètres, la força de se soutenir en appuyant la main sur sa hanche et le coude contre le mur du porche. Le vent était si aigre que les feuilles de lierre étaient toutes grises et ratatinées et qu'elle entendait chacune heurter incessamment les feuilles voisines, au point de lui agacer les nerfs. Un morceau de papier maculé de sang, qui avait sans doute servi à envelopper de la viande et que la bise avait dû arracher à un tas d'immondices, battait la route de ci, de là, trop léger pour rester tranquille, trop lourd pour s'envoler. Quelques fétus lui tenaient compagnie. Elle avait carillonné plus fort la seconde fois, et cependant personne ne vint. Alors elle quitta le porche, ouvrit la grille et sortit. Et bien qu'elle regardât d'un air indécis la façade de la maison comme si elle était disposée à revenir, ce fut avec un soupir de soulagement qu'elle ferma la grille. Elle était poursuivie par l'idée qu'elle avait peut-être été reconnue. Comment, elle ne pouvait dire, et qu'on avait donné des ordres pour ne pas la recevoir. Elle alla jusqu'au tournant. Elle avait fait tout son possible. Mais, résolue à ne pas éviter une frayeur présente au prix d'une misère future, elle revint sur ses pas jusqu'à ce qu'elle eût dépassé la maison en regardant les fenêtres. Ah, ils se trouvaient à l'église. Tous, c'était l'explication. Elle se rappela ce qu'elle avait entendu dire à son mari. Monsieur Clair exigeait toujours que la maison entière, domestiques compris, vinssent au service du matin
et que l'on mangeât des mets froids au retour. Il suffisait donc d'attendre la fin du service. Elle ne voulait pas se faire remarquer en restant à cet endroit, et elle s'éloigna dans l'intention de passer l'église pour revenir dans le chemin. Mais, au moment où elle atteignait la grille du cimetière, la foule des fidèles commençait à sortir, et Tess tomba au milieu d'eux. La congrégation des Minster la regarda, comme les bourgeois désœuvrés d'une petite ville de province peuvent seuls regarder une femme qui n'est pas du pays et qui sort du commun. Tess pressa le pas et remonta la route par où elle était venue, pour chercher une retraite entre les haies, en attendant que la famille du pasteur eût fini de déjeuner et que l'heure fût commode pour la recevoir. Elle eut bientôt dépassé tous les paroissiens, excepté 2 hommes assez jeunes qui arpentaient la route d'un pas leste en se donnant le bras. Comme ils s'approchaient, elle les entendit parler d'une façon animée et, avec la vivacité naturelle d'une femme dans sa situation, elle reconnut dans leur voix le timbre de son mari. C'étaient les frères de Claire. Oubliant tous ses plans, son unique terreur fut d'être rejointe par eux, maintenant, avant de se sentir préparée à affronter leur présence. Elle savait bien qu'ils ne pourraient la connaître, mais elle craignait instinctivement leur regard inquisiteur. Plus ils pressaient le pas, plus elle se hâtait. Il était évident que leur intention était de faire un petit tour pour se dégourdir les jambes avant de rentrer déjeuner. Une seule personne précédait Tess sur le chemin montant. C'était une jeune femme distinguée, assez intéressante, bien que l'air un peu prude et guindé. Tess l'avait presque rejointe quand l'allure de ses beaux-frères les amena si près d'elle qu'elle put entendre toute leur conversation, et bientôt l'un d'eux se mit à dire « Voilà Mercy Chant, rattrapons-la !» Tess connaissait le nom. C'était celui de la femme qui avait été destinée à devenir la compagne d'Angel et qui l'aurait épousée probablement s'il ne l'avait pas rencontrée, elle, cet être importun. Elle n'en aurait rien su jusque-là qu'elle lui apprit alors, car un des frères se mit à dire « Ah, pauvre Angel, pauvre Angel ! Je ne vois jamais cette charmante fille sans regretter de plus en plus la précipitation avec laquelle il s'est donné étourdiment à une fille de ferme ou à quelqu'un de pareil. C'est une étrange affaire, apparemment. Je ne sais si elle est partie le retrouver, mais ce n'était point le cas il y a quelques mois, quand j'ai eu de ses nouvelles. Je l'ignore, il ne me parle jamais de rien, à présent. Son mariage irréfléchi a augmenté entre nous l'éloignement qu'avaient causé ses opinions extraordinaires. » Tess arpentait la longue côte encore plus vite, mais elle ne pouvait hâter le pas davantage sans attirer l'attention. Enfin, ils la dépassèrent. Mercy les entendit et se retourna. Alors, ce furent des salutations et des poignées de main, et ils continuèrent ensemble. Arrivés au sommet de la colline et dans l'intention évidente de faire de ce point la limite de leur promenade, ils ralentirent leur allure et se tournèrent tous trois du côté de la barrière où Tess, 1 heure avant, s'était arrêtée pour examiner la ville avant d'y descendre. Pendant leur entretien, l'un des jeunes gens sondait soigneusement la haie avec son parapluie et tira quelque chose au jour. « Voici une vieille paire de chaussures, » dit-il, « abandonnée sans doute par quelque vagabond. »« Un imposteur qui voulait venir à la ville pieds nus, peut-être, pour exciter nos sympathies, » dit mademoiselle Chant. « Oui, ce doit être le cas, car ce sont d'excellentes chaussures de marche qui ne sont nullement usées. Que c'est mal! Je vais les porter chez moi pour quelques pauvres. » Cuthbert Clare, celui qui les avait trouvées, les ramassa avec le manche recourbé de sa canne, et ils s'approprièrent ainsi les bottines de Tess. Elle, qui avait entendu, les dépassa à l'abri de son voile de laine. Puis, regardant derrière elle, elle vit que l'ecclésiastique société avait quitté la barrière avec les chaussures et redescendait la colline. Elle se remit en marche. Des larmes aveuglantes lui coulaient sur les joues. Elle savait que c'était déraisonnable, que c'était une absurde sentimentalité d'interpréter la scène comme sa condamnation. Néanmoins, elle ne pouvait faire autrement. Elle se sentait sans force pour aller à l'encontre de ses fâcheux présages. Impossible pour elle de penser à revenir au presbytère. La femme d'Angel éprouvait la sensation d'avoir été pourchassée le long de cette côte comme une créature méprisable par ces clergymen trop distingués pour elle. Elle pensait à ses bottines poudreuses
et les plaignait presque de l'examen moqueur qu'on leur avait fait subir. « Oh !» disait-elle en pleurant encore de pitié sur elle-même. « Ils ne savaient pas que je les ai portés pendant la plus rude partie de la route pour économiser les jolis que lui, il avait achetés pour moi. Non, ils ne le savaient pas. Et ils n'ont pas pensé que c'était lui qui avait choisi la couleur de ma jolie robe. Comment l'aurait-il pu ? S'il l'avait su, peut-être que cela leur aurait été bien égal, car il ne se soucie guère de lui, le pauvre. » Alors, elle pleura sur l'homme aimé, dont le jugement soumis aux conventions sociales lui avait causé tous ses derniers chagrins, et elle alla son chemin sans savoir que le plus grand malheur de sa vie était son manque de courage, si féminin au moment critique et décisif, car sa condition présente était précisément celle qui lui aurait le mieux gagné les sympathies de monsieur et madame Claire. Leur cœur, d'un élan, allait au cas extrême, si les inquiétudes morales plus subtiles d'être moins désespérés ne parvenaient pas à conquérir leur intérêt ou leur attention. En se précipitant au secours des publicains et des prêcheurs, ils oubliaient que les perplexités des scribes et des pharisiens ne sont pas toujours à dédaigner. Mais cette faiblesse de leur charité les aurait sans doute prévenus en faveur de leur belle-fille, brebis suffisamment égarées pour exciter leur amour. Elle se mit donc à refaire péniblement la route qu'elle avait parcourue le matin avec l'espoir, sinon du succès, au moins d'une crise décisive de sa vie. Nulle crise n'était survenue, semblait-il, et il ne lui restait qu'à terminer l'hiver dans cette ferme demeure de faim. Sans doute, elle prit encore assez d'intérêt à son apparence pour relever son voile, comme pour montrer au monde un visage avec lequel celui de Mercy Chant ne pouvait rivaliser, mais elle le fit avec un hochement de tête chagrin. « À quoi bon ? À quoi bon ? dit-elle. Personne ne me regarde, personne ne m'aime. Qui se soucie de la mine d'une réprouvée comme moi ? » Elle allait errant, sans énergie, sans but, comme au hasard. Elle commençait à se sentir fatiguée. Elle s'appuyait contre les barrières et s'arrêtait près des bornes. Elle se reposa dans une maisonnette à l'entrée d'un village. Tandis que la femme allait chercher du lait à l'office, Tess, regardant le long de la rue, remarqua que l'endroit semblait abandonné. « Les gens sont au service religieux de l'après-midi, sans doute, dit-elle. « Non, ma chère, dit la vieille, c'est trop tôt. Les cloches sont pas encore sonnées. Ils sont tous partis entendre le prêche dans la grange, par là-bas. Un méthodiste prêche entre les services. Un excellent chrétien, tout feu tout flamme, qu'on dit. Mais, Seigneur, j'y vas pas. Ce qui vient de la chair est bien assez fort pour moi. » Tess reprit sa marche à travers le village. Le bruit de ses pas se répercutait entre les maisons comme si elles étaient les demeures des morts. Quand elle approcha du centre, à ces échos se mêlèrent d'autres sons, et elle devina, en apercevant la grange, que ce devaient être les accents du prédicateur. La voix devenait si distincte dans l'air calme et pur que bientôt Tess put saisir des phrases, bien qu'elle fût séparée par le mur de la grange. Le sermon, comme on pouvait s'y attendre, était du plus extrême antinomianisme et traitait de la justification par la foi telle qu'elle est exposée dans la théologie de saint Paul. Cette idée fixe du rhapsode était rendue avec une animation enthousiaste, d'une manière toute déclamatoire, car il n'avait, c'était clair, aucun talent de dialecticien. Bien que Tess n'eût pas entendu le commencement de l'allocution, elle apprit quel en était le texte par sa répétition constante. « Oh, Galates insensés ! Qui vous a fascinés pour ne pas obéir à la vérité ? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ, crucifié parmi vous ?» Tess, aux écoutes derrière la grange, prenait d'autant plus d'intérêt au discours que la doctrine du prédicateur était une forme véhémente des opinions du père d'Angel, et son intérêt redoubla quand l'orateur se mit à détailler les expériences spirituelles qui l'avaient amené à ses croyances. Il avait été, disait-il, le plus grand des pécheurs. Il s'était raillé des choses divines, s'était associé de gaieté de cœur aux libertins et aux débauchés. Mais le jour du réveil était arrivé. Humainement parlant, ce jour était venu par l'influence d'un pasteur qui l'avait d'abord grossièrement insulté,
mais dont les paroles d'adieu étaient tombées au fond de son cœur et y étaient restées jusqu'au moment où, par la grâce de Dieu, elles avaient accompli en lui ce changement et l'avaient fait celui qu'il voyait devant eux. Tess avait été saisie, moins encore par le sermon que par la voix. Tout impossible que cela parût, c'était bien la voix d'Alec d'Urberville. Elle fit le tour de la grange et passa devant l'entrée. Le soleil d'hiver, déjà bas sur l'horizon, frappait en plein la grande porte. L'un des battants était ouvert et les rayons se glissaient sur l'air jusqu'au prédicateur et son public, chaudement abrités de la brise du nord. Les auditeurs étaient tous des villageois et, parmi eux, se trouvait l'homme qu'elle avait vu autrefois en un jour mémorable, portant un pot de peinture rouge sur la route de Marlotte. Mais elle concentrait son attention sur la figure centrale du groupe, debout sur quelques sacs de blé, tourné vers le peuple et vers la porte. Le soleil de 3 heures l'éclairait, et l'étrange, l'énervante conviction que son séducteur était en face d'elle fut enfin confirmée. 6e phase. Le converti. Chapitre 45. Tess n'avait jamais revu d'Urberville, ni reçu de ses nouvelles depuis son départ de Trentridge. La rencontre se faisait à un moment de tel accablement que la secousse fut moins vive qu'elle n'eût été en toute autre occasion. Mais la mémoire ne raisonne pas, et, bien qu'il fût là évidemment converti, déplorant ses désordres passés, une crainte saisit la jeune femme et paralysa ses mouvements. Elle ne put ni reculer, ni avancer. Songer à ce que cette physionomie exprimait la dernière fois qu'elle l'avait vue, et la contempler à présent. Il avait la même belle mine déplaisante, mais il portait maintenant des favoris taillés à l'ancienne mode, et sa moustache noire avait disparu. Son costume était à demi ecclésiastique, ce qui suffisait à changer son expression, effacer son air fat et faire douter un instant de son identité. Tess trouva tout d'abord une hideuse bizarrerie, une effroyable absurdité à entendre les paroles solennelles de l'écriture sortir d'une telle bouche. Cette intonation trop familière, moins de 4 ans auparavant, avait fait résonner à ses oreilles des mots si différents que son cœur se soulevait à l'ironie du contraste. Et pourtant, cet homme était sincère, on ne pouvait s'y tromper. Il était moins changé que transfiguré. Les courbes sensuelles de son visage s'étaient maintenant modelées en lignes de passion religieuse. Le dessin séducteur des lèvres était devenu suppliant. La joue, enflammée hier encore par les excès, rayonnait de l'éclat d'un pieux enthousiasme. L'animalité était devenue du fanatisme, le paganisme du paulinisme, l'œil vif et hardi qui, autrefois, avait jeté sur la beauté de Tess le regard du maître, brillait à présent de la rude énergie d'une théolatrie presque féroce. La dureté anguleuse de son visage, quand jadis ses désirs étaient contrariés, maintenant servait à exprimer sa haine du pécheur incorrigible qui persiste à retourner à sa fange. Mais tous les traits de ce visage semblaient se plaindre d'être détournés de leur signification héréditaire et contraints d'exprimer des sentiments auxquels la nature ne les avait pas destinés. Chose étrange, leur élévation même paraissait une erreur, comme si les ennoblir, c'était les fausser. Pourtant, l'impression était-elle juste? Tess se refusait à admettre plus longtemps un sentiment aussi peu généreux. D'Urberville ne serait pas le premier pécheur qui eût abandonné son péché pour sauver son âme. Pourquoi chez lui serait-ce contre nature? Seule une habitude instinctive avait été désagréablement choquée quand Tess avait entendu cette voix, jadis perverse, faire retentir des paroles vertueuses. Les plus grands criminels font les plus grands saints. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin dans l'histoire du christianisme pour en être convaincu. Des impressions de ce genre l'agitaient vaguement sans qu'elle pût les définir. Une fois revenu de la surprise qui l'avait brisée, le premier mouvement de Tess fut de continuer son chemin et de passer inaperçue. Il ne l'avait pas encore remarquée, placée comme elle était contre le jour. Mais, dès l'instant où elle bougea, il la reconnut.
L'effet produit sur lui fut électrique, bien plus violent que n'avait été la secousse ressentie par elle. Sa fougue et son éloquence tumultueuse parurent l'abandonner. Sur ses lèvres qui tremblaient et s'agitaient, les mots étaient prêts à sortir, mais il ne pouvait les prononcer. Ses regards flottaient confusément dans toutes les directions, mais revenaient à Tess d'un bond désespéré après quelques secondes. Cette paralysie dura peu cependant, car, avec l'atrophie de son énergie, celle de Tess se ranima et, s'éloignant aussi vite que possible de la grange, elle continua sa route. Aussitôt qu'elle put réfléchir, ce changement dans leurs positions respectives l'épouvanta. Celui qui avait causé sa perte était maintenant du côté de l'esprit divin, mais elle n'était pas régénérée et, comme dans la légende, l'image païenne de sa beauté était soudain apparue sur l'autel et la flamme sacrée avait été près de s'éteindre. Elle poursuivit son chemin sans tourner la tête. Il lui semblait sentir des regards sur son dos, même sur ses vêtements, tant elle s'imaginait être suivie par des yeux. À l'accablement inerte de son chagrin, à la soif de tendresse qui la dévorait, succéda l'impression presque physique d'un passé implacable qui l'enserrait encore. La conscience qu'elle avait de sa faute devint un véritable désespoir. Il ne pourrait donc jamais y avoir solution de continuité entre sa vie d'autrefois et sa vie d'aujourd'hui. Le passé ne serait jamais complètement passé tant qu'elle ne ferait pas elle-même partie du passé. Absorbée dans ses réflexions, elle arriva au bas d'une côte qui menait au sommet du plateau qu'elle devait longer pendant le reste de sa course. La route s'étendait devant elle, pâle, sèche, solitaire, sans rien qui en rompît la froide aridité, sauf de-ci, de-là, des traces laissées par quelque cheval. Tandis qu'elle gravissait lentement ce chemin, elle eut conscience d'un bruit de pas derrière elle et, se retournant, elle vit approcher la silhouette familière, si étrangement costumée en méthodiste. Bien que ce fût l'homme qu'elle désirât le moins rencontrer de ce côté de la tombe, elle ne pouvait l'éviter et se soumit avec autant de calme que possible à la nécessité d'être rejointe par lui. Elle vit qu'il était moins excité par la rapidité de sa marche que par ses propres sentiments. « Tess !» dit-il. Elle ralentit le pas sans tourner la tête. « Tess !» répéta-t-il. « C'est moi, Alec d'Urberville. » Alors elle jeta les yeux sur lui, et il arriva près d'elle. « Je le vois bien, » fit-elle froidement. « Comment ? Est-ce tout ? Je ne mérite pas davantage ?»« Naturellement, » ajouta-t-il avec un léger rire. « Pour vous, il y a quelque chose de ridicule à me voir ainsi, mais je dois le supporter. J'ai appris que vous étiez parti. Nul ne savait tout. Tess, vous vous demandez pourquoi je vous ai suivi. »« Oui, certes, et je voudrais de tout mon cœur que vous ne l'ayez pas fait. »« Sans doute, vous avez le droit de le dire, hein, répondit-il gravement, tandis qu'il continuait à marcher et qu'elle avançait à contre-cœur. « Mais ne vous méprenez pas sur moi. Je vous le demande parce que vous pourriez y être entraîné après avoir remarqué, si vous l'avez remarqué, combien votre soudaine apparition m'a secoué là-bas. Ce n'était qu'une faiblesse momentanée. Après ce que vous avez été pour moi, c'était assez naturel. Mais Dieu m'a donné la force de le surmonter. Vous me trouvez peut-être hypocrite et charlatan de parler ainsi. Et tout de suite après, j'ai senti que s'il est au monde une personne que j'ai le devoir et le désir de sauver de la colère à venir, railler si vous voulez, si la femme à qui j'ai fait une si cruelle injure, je suis venu dans ce seul dessein, rien de plus. » Il y eut dans la réponse de Tess une très petite pointe de dédain. « Vous êtes-vous sauvé ? La charité commence par soi-même, dit-on. »« Moi, je n'ai rien fait, » répliqua-t-il impétueusement. « Le ciel, comme je le disais à mes auditeurs, a tout fait. Vous ne pouvez, Tess, m'accabler de plus de mépris que je ne m'en suis accablé moi-même. Mais c'est une étrange histoire, croyez-le ou non, et je puis vous raconter comment fut amenée ma conversion. J'espère que cela vous intéressera au moins assez pour que vous écoutiez. Connaissez-vous le nom du pasteur des Minster ? Sans doute, le vieux monsieur Clare. C'est, j'en ai la ferme conviction, l'homme qui, dans ce pays, a sauvé le plus d'âmes. Vous avez entendu parler de lui ? Oui,
Il vint à Trentridge il y a 2 ou 3 ans pour prêcher au nom de quelque société de mission, et moi, misérable que j'étais, je l'insultais quand, dans son désintéressement, il essaya de me raisonner et de me montrer le chemin. Il ne s'irrita point de ma conduite. Il me dit simplement que, quelque jour, je recevrais les prémices de l'esprit et que ceux qui venaient pour bafouer parfois restaient pour prier. Il y avait dans ces paroles une étrange magie. Elles pénétrèrent profondément en moi, bien que je m'en doutasse point alors. Ni lui non plus. Et peu à peu, je fus conduit à la lumière. Depuis, mon unique désir a été de transmettre la bonne nouvelle aux autres, et c'est ce que j'essayais de faire aujourd'hui. Mais je prêche depuis peu par ici. J'ai passé les premiers mois de mon ministère au milieu d'étrangers, dans le nord de l'Angleterre, où je préférais faire mes essais maladroits avant de subir l'épreuve la plus redoutable de ma sincérité, c'est-à-dire avant de m'adresser à ceux qui m'ont connu et qui ont été mes compagnons dans les jours de ténèbres. Si vous pouviez seulement savoir, Tess, le sentiment de sécurité, de certitude. Sûrement vous voudriez. « Ne continuez pas !» s'écria-t-elle avec emportement, en se détournant de lui et se penchant sur une barrière qui était le long du chemin. « Je ne puis croire à des choses si soudaines. Je suis indignée que vous me parliez ainsi. Quand vous savez quel mal vous m'avez fait. Vous et vos pareils. Vous prenez sur la terre votre soule de plaisir et vous rendez la vie de pauvrette comme moi amère et sombre de chagrin. Et puis, après en avoir eu votre content, vous trouvez très beau d'assurer votre plaisir dans le ciel en vous convertissant. Honte à vous autres. Je ne crois pas en vous. Tout cela, je le hais. Tess, il insistait, ne me parlez pas ainsi. Cela m'est venu comme une éclatante lumière. Et vous ne me croyez pas ? Qu'est-ce que vous ne croyez pas ? Votre conversion. Votre système de religion. Pourquoi ? Elle baissa la voix. Parce qu'un homme meilleur que vous n'y croit pas. Quel raisonnement de femme ! Qui est cet homme meilleur ? Je ne puis vous le dire. Bon, fit-il, et, sous ces paroles, le ressentiment paraissait prêt à jaillir. Dieu me préserve de dire que je suis un homme de bien, et vous savez que je n'ai pas dit une chose pareille. Je suis nouveau dans le bien, c'est vrai, mais les nouveaux venus voient plus loin parfois que les autres. Oui, répliqua-t-elle tristement, mais je ne puis croire que vous ayez changé complètement de nature. De brusques élans comme ceux-ci, Alec, je crains qu'ils ne durent pas. En disant ces mots, elle se détourna de la barrière sur laquelle elle s'appuyait et lui fit face. Les yeux d'Alec tombèrent par hasard sur cette physionomie et cette silhouette familière et restèrent à la contempler. L'homme inférieur était paisible en lui, pour le moment, mais il n'était certes pas tout à fait dompté. « Ne me regardez pas ainsi, fit-il brusquement. Tess, qui avait été absolument inconsciente de son action et de sa pose, à l'instant détourna ses grands yeux sombres et balbutia en rougissant. « Je vous demande pardon. » Et en elle se ranima le sentiment misérable, déjà souvent éprouvé, qu'en habitant le tabernacle de chair que la nature lui avait donné, elle commettait le mal. « Non, non, ne me demandez pas pardon. Mais puisque vous portez un voile pour cacher votre jolie figure, pourquoi ne le tenez-vous pas baissé ?» Elle tira son voile en disant précipitamment. « C'était surtout pour me préserver du vent. »« Je puis paraître grossier de vous commander ainsi, » continua-t-il. « Mais il vaut mieux que je ne vous regarde pas trop souvent. Cela pourrait être dangereux. » « Bah, fit Tess, et les visages de femmes ont eu déjà sur moi trop de pouvoir pour que je ne les craigne pas. Un évangéliste n'a rien à voir avec elles. Et cela me remet en mémoire les anciens temps que je voudrais oublier. » Ensuite, la conversation se réduisit à des remarques accidentelles, pendant qu'ils continuaient leur chemin, Tess se demandant jusqu'où il l'accompagnerait et ne voulant pas le renvoyer. Il trouvait fréquemment sur des barrières ou des clôtures des textes de la Bible peints en lettres rouges ou bleues. Tess l'interrogea pour savoir qui avait pris la peine de leur donner cette publicité. Il répondit que lui-même et d'autres disciples du Christ travaillant dans le pays avaient chargé un homme de peindre ces mémentos afin de ne rien négliger qui pût toucher le cœur d'une génération pécheresse. Enfin,
La route parvint à l'endroit appelé, la croix de la main, le plus morne de tout ce plateau blafard et désolé. Il était si dépourvu de charme que les artistes et les amateurs de points de vue recherchent dans un paysage qu'il en atteignait une nouvelle sorte de beauté, toute négative et tragique. Il tirait son nom d'un pilier de pierre qui se trouvait là, étrange et rude monolithe, appartenant à un stratum inconnu dans les carrières du pays et sur lequel une main humaine était grossièrement gravée. « Je crois qu'il me faut vous quitter maintenant, » dit-il. « Je dois prêcher à Abbots-Cernel à 6 heures du soir, et ma route est à droite. Et puis, vous me bouleversez un peu, Tessie. Je ne puis pas, je ne veux pas dire pourquoi. Il faut que je m'en aille et que je prenne de la force. Comment se fait-il que vous parliez maintenant avec tant de facilité ? Qui vous a enseigné de si bon anglais ? » « J'ai appris des choses dans mes malheurs, » fit-elle évasivement. « Quel malheur avez-vous eu ?» Elle lui parla du premier, le seul qui le concernât. D'Urberville en resta muet. « Je n'en savais rien jusqu'ici, » murmura-t-il ensuite. « Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit quand vous avez senti que cela arriverait ?» Elle ne répliqua pas, et il rompit le silence en ajoutant : « Eh bien, vous me reverrez. »« Non, » répondit-elle, « ne revenez pas. »« Je réfléchirai. Mais avant de nous séparer, venez ici. » Il s'approcha du pilier. « Ceci était autrefois une sainte croix. Je ne crois pas aux reliques, mais par moments je vous crains. Bien plus que vous n'avez à craindre l'être misérable que je suis. Et pour diminuer ma crainte, mettez votre main sur cette main de pierre et jurez que vous ne me tenterez jamais par vos charmes ou par vos actions. » « Mon Dieu, comment pouvez-vous demander ce qui est le plus loin de ma pensée ? » ?»« Oui, mais jurez-le, jurez-le !» supplia-t-il désespérément. Tess, à demi effrayée, céda à son importunité, mit la main sur la pierre et jura. « Je suis fâché que vous ne soyez pas croyante, » continua-t-il, « que quelque incrédule se soit emparé de vous et ait ébranlé votre esprit. Mais assez là-dessus pour le moment. Chez moi, du moins, je peux prier pour vous, et je prierai. Et qui sait ce qui arrivera. Je m'en vais. Bonsoir. » Il se tourna vers une trouée de la haie, l'enjamba sans regarder Tess et s'éloigna par le passage dans la direction d'Abbots-Cernel. Il marchait d'un pas agité, puis, comme inspiré par une pensée fortifiante, il tira de sa poche une petite Bible où, entre les feuillets, une lettre était pliée, usée et salie à force d'être relue. D'Urberville l'ouvrit. Elle était datée de plusieurs mois auparavant et signée du pasteur Clare. Elle commençait par exprimer la joie sincère du vieillard en apprenant la conversion de d'Urberville, et le remerciait d'avoir songé à l'en avertir. Le pasteur l'assurait chaleureusement de son pardon pour sa conduite passée et de l'intérêt qu'il prenait à ses plans d'avenir. Il aurait souhaité que d'Urberville entrât dans l'église à laquelle lui-même avait consacré tant d'années de son existence, et il l'aurait fait admettre dans un collège de théologie. Mais, puisque son correspondant ne l'avait pas jugé à propos, il n'insistait pas. Chacun doit travailler selon ses moyens, et comme l'esprit le pousse. Halleck lut et relut la lettre, et en parut raffermi. Il lut aussi en marchant quelques pages de la Bible, et sa figure s'apaisa, et l'image de Tess ne sembla plus le troubler. Pendant ce temps, elle longeait le bord de la colline, et, 1 ou 2 kilomètres plus loin, elle rencontra un berger solitaire. « Que signifie cette vieille pierre que j'ai passée ?» lui demanda-t-elle. « Est-ce qu'elle a jamais été une sainte croix ?»« Une croix ? Non, ça n'a jamais été une croix. C'est une chose de mauvais présage, mamselle. Ça a été mis dans l'ancien temps par les proches d'un malfaiteur qu'on a torturé en lui clouant la main sur un poteau, et ensuite on l'a pendu. Les os sont dessous. On dit qu'il a vendu son âme au diable et qu'il revient de temps en temps. » Elle sentit la petite mort à cette histoire sinistre et inattendue et continua sa route, laissant derrière elle l'homme solitaire. Le crépuscule tombait au moment où Tess approchait de Flincombe Ash et, dans le sentier à l'entrée du hameau, elle arriva tout près d'une fille et de son amoureux sans en être aperçue.
Il ne se disait point de secret, et le timbre clair et indifférent de la jeune femme, répondant à la voix plus chaude de l'homme, se répandait dans l'air glacé, seule note apaisante dans ce sombre horizon rempli d'une obscurité stagnante. Un moment, c'est voir réjouir le cœur de Tess. Puis elle réfléchit que le tête-à-tête prenait son origine dans le même attrait qui avait été le prélude de ses tribulations. Quand Tess fut tout à côté du couple, la jeune fille se retourna avec sérénité, et le jeune homme s'éloigna d'un air embarrassé. La femme était Is Huette, et l'expédition de Tess excitait son intérêt au point de lui faire oublier immédiatement ce qui la concernait. Tess n'expliqua pas les résultats de sa course avec beaucoup de clarté, et Is, qui avait du tact, se mit à parler de sa petite affaire à elle, dont une des phases venait justement d'avoir son ami pour témoin. « C'est Humby Sidling, le gars qui venait quelquefois aider à Talbot Hayes, fit-elle d'un ton détaché. Il s'est renseigné, paraît-il. Il a découvert que j'étais venue ici et il m'a suivi. Il prétend qu'il est amoureux de moi depuis 2 ans. Mais moi, je lui ai à peine répondu.